Madame, monsieur, bonjour et merci d'être avec nous. Nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures. On va recevoir dans un instant le vice-président du conseil départemental de la Guadeloupe, aussi maire de la commune de Sainte-Rose qui est en redressement. Les choses vont mieux, il va nous dire ça. Je vais parler de Adrien Baron. Bonjour. Bonjour, M. Zaldoris. Bonjour à la Guadeloupe. On va aussi recevoir Frédéric Caracas, c'est l'un des artistes qui sera à Terre de Blues dans les semaines qui viennent. Valérie Harissik, assistante sociale et conseillère technique avec elle, et Gladys Top, on va parler du harcèlement à l'école. C'est une vraie problématique. On va recevoir aussi Manixia Antiteka, chroniqueuse du ZCL News, une voix, une histoire, des images. Et on va terminer avec, vers 13h30 avec Marilène Ferdi, directrice opérationnelle du campus Luminance. L'actualité, c'est la fin de la grève d'essence, c'est dans les entreprises qui vendent l'essence, les stations. Est-ce qu'ils vont trouver un accord? Semble-t-il, on commence à discuter des NAO. On va en parler avec le reportage de Michel Héraclide. L'ouverture du Festival du patrimoine à Basse-Terre, c'est Gérard Loiseau qui s'est collé, puisqu'il fallait bien que ça commence. Ça a commencé, Basse-Terre, c'est son premier festival. Et puis, bonjour, les îles de Guadeloupe, Cité IG, aussi, depuis hier, installé dans les locaux d'un supermarché de Bimao. Tout ça, c'est bonjour, les îles de Guadeloupe, comme on appelle le BLIC, voilà, un peu ce qui fait l'actualité. Et on fera un petit topo sur les choses sont toujours, il n'y a jamais de hasard dans la vie. Le petit topo aujourd'hui, c'est sur UVA. Ce qui s'est passé à UVA il y a quelques années. Et comme par hasard, le maire qui est avec nous porte une tenue qui n'est pas une tenue guadeloupéenne. Il va nous expliquer ça tout à l'heure. Voilà un petit peu ce qui fait l'actualité. Merci d'être avec nous. Alors, Monsieur Baron, merci d'être là. Nous longtemps de garder vous, longtemps de pour faire vin. Et j'ai entendu un jour, vous avez annoncé la commune de Sainte-Rose se porte mieux. Alors, comment vous avez réussi, entre guillemets, ce miracle? Puisque vous avez trouvé combien, le déficit de combien? 20 millions de 20 millions de déficit. Et en moins de 4 ans, vous avez pu résorber ça? Comment vous avez 2 fait? ans. Oui, comment 2 ans? 2 ans. 2 Oui. ans. Mais parce que, bon, alors, tu as raison, hein, effectivement, les pronostics, en tout cas, toutes les prévisions et toutes les courbes qu'on pouvait nous dicter à l'époque par tous les économistes, tous les financiers, nous donnaient effectivement un redressement pour au moins 4, 5, 6 ans, Oui. au regard de la situation. En réalité, ce qu'ils avaient certainement sous-estimé, c'était la capacité de la ville à créer des recettes nouvelles, ça c'est extrêmement important, et puis sa capacité aussi à faire des économies sur le courant. Parce que bon, tout le monde pensait que le train de vie de la ville, au regard des investissements quasi inexistants, Oui. était au plus bas. En réalité, non. On a pu, de manière très drastique, faire des économies sur le fonctionnement. Là, on programmait la plupart du temps 8 millions en dépenses, on en dépensait 2 ou 1, voyez-vous. Là, on programmait 4, on en dépensait 1. Bref, il y a eu vraiment une belle économie de fait sur le fonctionnement. Sur le personnel, on a gelé. Vous n'avez pas trop recruté? On n'a pratiquement pas recruté. On était obligé, aux grandes dames de mes amis qui me suivent en politique depuis des années. On était obligé on ne recrutait que lorsqu'on n'avait pas le choix. Ça veut dire que lorsqu'il y avait un départ en retraite et où le poste était indispensable, alors effectivement on prenait une personne, mais sinon on est resté complètement fermé sur la porte. D'ailleurs, je suis la seule mairie de Guadeloupe où lorsque vous rentrez, dans toute la mairie, vous avez des panneaux, le maire informe qu'il n'y a pas de recrutement. Donc, c'est marqué partout, d'ailleurs, les gens sont choqués quand ils voient ça. Je leur dis, mais c'est pas la peine que je vous dise des mensonges. Oui. Il n'y a rien de plus désagréable pour un citoyen qu'on lui dise oui et qu'on ne fasse rien. Oui. Vous lui dites non, il sera fâché sur le moment. Mais demain, il dira au moins il m'a dit la vérité. Lorsque vous lui dites oui, il attend, il patiente. À la limite, il ne certaine même qui a arrêté, fait ça, il aura fait. Vous ne pouvez attendre vous bailler un butin, pas bailler, puisque vous savez que vous payez bailler. Autant que Dieu, ce n'est pas possible. Et nous faisons ça aussi, donc au niveau du personnel, nous geler, nous diminuer bien évidemment la masse salariale drastiquement, puisqu'elle nous a arrêté au moins 50 de contrats au début. Et puis, là où nous faisons un vrai exploit, c'est les recettes, c'est les nouvelles recettes que nous avons mises en place sur la régularisation foncière à Sainte-Rose, qui est un vieux problème qui date de 40 ans. Vous imaginez 40 ans que des personnes occupent des terrains qui n'ont pas de titre de propriété. Ouais. Parce que bon, ça a été un enjeu électoral pendant un certain nombre de temps. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit aux gens, on a eu un discours franc avec eux. Bon, écoutez, voilà, payez votre terrain, au moins vous aurez votre titre de propriété. Et au prix où vous le payez finalement, ça représente 3 fois rien au regard, puisqu'on vendait le terrain à 15 euros. On vend encore le terrain à 15 euros le mètre carré. Ouais. Donc avec ça, on a fait
une belle avancée, et puis nous avons été aidés, il faut être honnête, nous avons été aidés également par la région, le département, et puis le plan quorum. Il n'y a pas eu de quorum, mais il y a eu un quorum. Il y a eu un quorum, un quorum de 800 000 € par an. Alors, c'est pas avec ça que vous allez régler 20 millions, mais enfin, je veux dire que bon, ça met quand même un peu de beurre dans les épinards, il faut le reconnaître. Et donc voilà. Et avec cette politique drastique, ben, nous avons pu, en très peu de temps, dégager des marges très importantes sur le budget principal. Oui. Et puis, nous sommes la première collectivité de Guadeloupe à avoir bouclé définitivement son budget de l'eau, puisque nous étions en régie. Eh bien, on a bouclé et on a finalisé le budget de l'eau et on l'a clôturé. Donc, on a absorbé évidemment 12 millions de déficit. On n'avait pas le choix. Oui. Mais ça nous a permis également de terminer avec ce budget-là qui gangrénait la ville depuis un certain nombre d'années. Mais alors, quand vous arrivez à ce stade-là, est-ce que la CRC s'est déjà prononcée? Parce que j'étais le jour à la réunion de la Chambre régionale des comptes qui était venue en Guadeloupe, le grand patron, il disait que beaucoup de communes sont encore en difficulté. C'est ça, tout à fait, puisque le dernier constat, le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes date de fin 2023. Oui. Donc la Chambre régionale des comptes va prochainement, certainement au mois de juin, faire un rapport sur la situation actuelle. Oui. Donc nous sommes en train de tenter d'accélérer la procédure pour permettre que ce rapport sorte le plus rapidement possible, puisque plus vite le rapport sortira, plus vite nous sortirons de la CRC, plus vite nous aurons des marges de manœuvre supplémentaires. Donc, mais il n'y a pas d'inquiétude sur le principe. La CRC peut toujours faire des observations, mais nous avons un compte administratif qui est excédentaire de 6 millions. Oui. Ces observations ne peuvent pas excéder 500, 1 million à la limite, voilà. Il n'y a pas de sujet d'inquiétude. Les impôts vont pas augmenter dans la commune? Alors, c'est un engagement que j'ai pris depuis tantôt. D'abord, nous n'avons pas augmenté depuis 2022. Oui. Parce que je suis maire depuis le 15 janvier 2022, mais nous avons aussi pris un engagement de ne pas augmenter les impôts jusqu'à 2026. Après, je ne sais pas si je serai là, mais en tout cas, au moins jusqu'à 2026, il y a un engagement ferme que j'ai pris auprès de la population, c'est de ne pas augmenter la pression fiscale et de tenter, avec une bonne compréhension de la population, d'élargir l'assiette fiscale, ce que nous avons fait très largement. Oui. Parce que ça aussi, il faut le citer, il faut le noter, on a eu un avantage fiscal conséquent, puisque chaque fois que vous régularisez une situation foncière, vous élargissez l'assiette fiscale. Donc c'est un schéma gagnant-gagnant. Alors c'est vrai que vous payez des impôts, mais au moins vous avez votre titre. Ça veut dire que vous êtes en train de préparer déjà votre prochaine élection, en fait. Ben, c'est ce que je fais, c'est la politique. Donc, bon, évidemment, je ne prépare pas mon élection, mais je remplis les conditions pour que la population soit satisfaite du travail, parce que c'est un mandat qu'ils m'ont confié. Et en plus, ce n'est pas eux, c'est les conseillers municipaux qui me l'ont confié. Donc, il y a des gens qui me rappellent souvent, mais tu n'as pas été élu par le peuple. Je dis, ben, d'accord, il n'y a pas de souci. Oui. Mais je travaille pour que le peuple soit satisfait de mon travail. Alors, il y a un vieux problème qui ne date pas de vous, qui date de très longtemps, c'est sur les terres de Daubin. Est-ce que ce problème, vous avez parlé tout à l'heure de terrain, est-ce que ce problème va être résolu un jour? J'ai rencontré avec les agriculteurs de Daubin hier, le préfet, sur le sujet encore une fois. Bon, moi, comme je dis, je l'ai toujours dit, hein, je suis du côté des agriculteurs. Ce sont mes amis. C'est des gens, ce sont mes amis, parfois mes parents. Je leur dis simplement que moi, je préconise une négociation. Eux, ils ferment la porte à la négociation. Je comprends leurs arguments, puisque eux, ils parlent de falsification de documents qui justifient une propriété. Oui, bon. Alors moi, je leur dis, il y a deux solutions dans ce cas-là. C'est la solution juridique. À ce moment, on passe par les juges. Et on attend que les juges puissent confirmer. C'est ça. Oui. 26 jugements. Ou sinon, on va vers une solution amiable. À ce moment, moi, je peux m'organiser, m'arranger avec le Conseil général régional, l'État, bref, trouver le moyen d'acheter ces terres-là pour remettre ces terres-là à leur disposition. Et à ce moment-là, qu'on nous va parler en créole, voici nous répéter bras à propriétaire, puis vendre nous c'était là, tu vois. Mais si mais parce que la démarche aujourd'hui n'est pas constructive. Oui. Ils sont dans un affrontement et c'est une pas la pour l'autre. Ouais. Parce que chaque monde là basé dans les positions ailleurs. Mais si nous voulons avancer, il faut que chacun fasse un pas. Et moi je reste persuadé que si nous sommes dans une démarche beaucoup plus constructive sur ce problème-là, on peut trouver une solution. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été avancé avec le préfet avant-hier. Les échanges m'ont paru sympathiques et je crois que même eux, ils ont apprécié la teneur des débats. Oui. L'idée, c'est, au lieu de partir encore sur des procès qui vont durer 5 ans, 10 ans, allons vers une solution amiable et peut-être qu'on va régler ce problème-là en une année. Hein? Alors, vous avez trouvé un club qui était, bon, déjà pas en situation brillante, l'USR. Qu'est-ce qui se passe pour l'USR aujourd'hui? Ben,
il faut être honnête, l'USR est quasi mort. Bon, et moi, je sais pas. Vous savez, moi, Le premier adjoint, il a été président de l'USR. Oui, il a été président à la belle époque. Oui. Hein, bon, aujourd'hui, bon, moi, je suis quelqu'un de cash. Hein, je ne dis pas les choses pour faire plaisir aux gens. Aujourd'hui, l'USR est à l'agonie. Bon, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à un club qui est très endetté, donc il n'a pas de possibilité qui n'a pas les coups de fruits. Si je leur donne une subvention, ça ne sert même pas à quelque chose. J'ai voté une subvention pour avant-hier, là. Mais ils ne sont même pas en capacité d'absorber cette subvention, puisqu'ils ont tellement de dettes. Ça va tomber soit pour la CGSS, soit pour la bref. L'idée aujourd'hui, c'est de mettre fin à ce club-là. Carrément. Oui, il n'y a pas 100 000 40 ans de solutions. sport, quand même. Non, mais la loi autorise un certain nombre de choses. USR peut continuer à vivre différemment. Ça peut être USR plus, ça peut être USR foot, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais en l'état aujourd'hui, le club, c'est une association aujourd'hui qui ne peut plus continuer à fonctionner. Ou sinon, il faut que nous puissions ensemble trouver 150 000 € pour éponger les dettes. Dans la ville de Saint-Roch, je ne suis pas sûr qu'elle soit en capacité, même si elle est en capacité de le faire, je ne suis pas sûr qu'elle soit d'accord et prête à mettre 150 000 € uniquement pour éponger le passif d'un club de foot, alors qu'il y a d'autres solutions envisagées juridiquement pour recréer une nouvelle formule. Et en gardant l'USR, il n'y a aucun souci. Et à ce moment-là, à partir sur un nouveau projet, moi je vais aider l'USR. Mais sur un principe qui est différent de celui qui a été distillé précédemment. En réalité, l'erreur qui a été faite dans la gestion précédente du SR, c'est effectivement, on reproche à Yakou d'avoir fait venir des Brésiliens et tout ça. Il voulait faire un club semi-professionnel. C'est ça. Sauf que lorsque vous faites ça, il faut penser à derrière. Il faut que la jeunesse, les jeunes, les U15, les U16, les U17, les U19, puissent être en capacité de progresser pour qu'au jour où ces gars-là partent, parce que vous ne pouvez pas les nourrir éternellement, ces mecs-là, que vous puissiez être capable de tenir debout. Et ça, ils ont travaillé que pour l'équipe senior et ils ont oublié toutes les catégories en bas. Donc voilà. Bon. Mais en soi, moi, je retiens quand même que Yakou, lorsqu'il était président du club, le club a été champion. On ne peut pas cracher dans la soupe totalement quand même. Hein. Donc ça a fait le bonheur des Saint-Rosiens. À l'époque, il y avait dans chaque tribune 2000 personnes qui étaient là. Donc est-ce qu'on peut oublier ça aussi? Alors, quand on a reçu Frédéric Arcas qui sera bientôt à Terre de Blues. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous connaissez ou connaissez monsieur? Vieux frère, moi. Deux petits mots avec C'est un homme de grand talent. Oui, c'est ça, on ne peut pas dire. C'est un homme modeste, très modeste. Je ne suis pas sûr que Frédéric sache combien de disques il a trouvé de musique qu'il a arrangé et présenté. Ça qu'on pose une question à Frédéric. Combien de musique vous avez? Tu as tout dit, hein? Même pas ça. Vous, même pas ça? Ouais, il y a eu beaucoup, et puis bon, j'ai jamais comptabilisé tout ça parce que c'est un naturel pour moi de travailler au studio, et puis voilà quoi. Alors, finalement, Zouk All-Star est de retour, c'est ça? Zouk All-Star est de retour avec les pionniers, Jean-Luc Alger et toute la clique. Et on a répondu à l'appel parce qu'on a été sollicité pour le Terre de Blues. Bon, c'est pas nouveau pour moi parce que j'ai eu l'occasion de faire avec Patrick, avec Kassav, non? Kassav, avec Patrick Settler seul, avec Winnie Théophile. Et si j'avais monté un groupe pour les 3 filles, c'était pas le in, c'était le lundi, avec Lauriane Zachary, Manuela Toussaint, autre comme ça, et Dacha. Donc j'ai eu pas mal d'occasions, même avec Michel Mado aussi, de participer à Terre de Blues. Voilà, et quel va être le répertoire là, ce dimanche? Alors c'est un répertoire de Zouk All-Star, les premiers Zouk All-Star, tous les tubes de Zouk All-Star. Tous les anciens tubes vont être... Oui, tous les anciens tubes vont être joués. Bon, on n'a pas assez... Ça reste quand même 1 heure de prestation, donc on ne pourra pas jouer tous les tubes, mais bon voilà, on va s'amuser sur scène. Et d'autant plus on joue devant des pionniers aussi, Tabou Combo et Glenn Sagan, c'est le même jour. Il faut mettre ça haut. Nous qui mettons ça en jaune, nous, voilà. Non, voilà. Ça, le public là connaît de votre façon, il y a quand vous là, je reviens vers le maire. Alors, 2 choses. Alors, vous êtes aussi président de la mission locale d'insertion. Vice-président. Vice-président. Alors, vice-président. Alors, président là, c'est Bardaï. Comment l'insertion, ça fonctionne bien? Je suis président de la commission insertion du conseil départemental. Oui, c'est ça, commission insertion. Ça fonctionne bien. Alors, l'insertion, je ne peux pas dire que ça fonctionne bien quand même. On a encore beaucoup de chemin à faire, notamment sur l'insertion par l'économique. Parce que, bon, moi, je différencie la prise en charge sociale
qui concernent vraiment des personnes qui sont en difficulté sociale, ça veut dire qui ont des problèmes de logement, qui ont des problèmes de mobilité, qui ont des problèmes de... Bref, qui parfois mangent mal, parce que ça existe aussi dans ce pays-là. Qui vivent avec moins de 600 € par mois. Qui vivent bien au-dessus du seuil de pauvreté. Bon, ces gens-là, qui est de 800 € en France, hein, et aujourd'hui, on a des gens, comme tu dis, qui vivent avec 200 € par mois. Bon. Et d'ailleurs, par ignorance. Parce que dans ce chiffre-là, ce nombre-là est en train d'augmenter. Bien sûr, mais par ignorance, parce que aujourd'hui, les dispositifs qui existent font que logiquement, je prends par exemple l'exemple des retraités, aucun retraité ne peut théoriquement toucher moins de 900 €. Ça, c'est la loi française, il mettait, il n'y a pas moins. M. Macron, il met bien. Donc ça veut dire que ça va appliquer tout partout en France, c'est incident par ignorance et par manque de vigilance des services sociaux et des services d'État qui ont géré ça. Nous n'y on paquet de monde qui a touché, mais on paquet même, pas des 5000 personnes ou 3000 personnes, on paquet de retraités qui a dans cette situation là. Et c'est pour ça que moi, je privilégié, au-delà de l'insertion là, mais ça, c'est un élément important, toujours à dire ces personnes-là qui n'ont plus que 65 ans là, et parfois qui de 62 là, il n'y a pas de travail, à demander mise en place à dossier de retraite complémentaire aux autres. Peu importe, depuis qu'ils n'ont pas touché 900 €, à demander. Puisqu'il y a des gens qui l'a pour faire ça. Bon, ça c'est mon point. Sur l'insertion, je disais que je ne suis pas aujourd'hui satisfait de ce qui se passe parce qu'on a près de 40 000 bénéficiaires du RSA. Et tu parlais tout à l'heure de mission locale. Et de la même manière, au niveau de la mission locale, on a 25 000 jeunes qui sont en difficulté. Et j'ajoute 25 000 personnes qui dépendent de la banque alimentaire qui est en train de faire aujourd'hui une opération. Tout à fait. Ça fait exactement. beaucoup, hein, quand même. Ça fait énormément de gens qui sont dans la misère. 380 000 personnes, nous apprécions tirer à la population. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'en fait, en réalité, nous n'y en pays là, ça 138 000 actifs. Ouais. C'est tout. Ça veut dire que là où tu es 138 000 actifs là, ça, car resté 200 000 personnes, 250 000 personnes, qui en arrivent là. Qui en arrivent là. Soit ils auraient traité de manière très faible, ou sinon ils en arrivent là. Et ça, il faut trouver des solutions pour ces gens-là. Et moi, comme on a dit, à pas toujours les solutions qu'ils vont envoyer nous, qui marquent dans des butins qui a produit pour cercle occidental qui a fonctionné ici. Ouais. Donc nous avons appliqué systématiquement des mesures que c'est pour envoyer nous, sans demander des spécifications par rapport à territoire en nous, par rapport à gisement potentiel d'emploi en nous, par rapport à organisation sociale en nous. Et moi, c'est sans ragoumer au niveau du conseil départemental pour que nous n'y innovation à dans le schéma que nous avons développé. Tu vois? Mais qu'est-ce qui empêche ça? Qu'est-ce qui empêche ça? Ça a empêché ça, ce système-là. Ce système-là organisé pour de toute façon, il fait meilleur dans le cadre. OK? Il faut pas sortir à il faut pas sortir à il faut sortir à d'un, ou on doit cadre là. À partir du moment où on doit cadre là, ou pas encore. Donc, mais le problème, c'est que ça, c'est voilà nous, ça, hein, les politiques. De défendre des cadres spécifiques. Ça fait partie de la loi aussi. Hein? OK? Ça fait partie de la loi que nous défendons des cadres spécifiques. Aujourd'hui, là, si vous voulez, chaque fois nous appliquer des butins qui ne sont pas organisés pour nous. OK? Et si nous réussissons à mettre en place des cadres spécifiques qui liés, par exemple très simple, en tant que directrice de ça dernièrement, et quasiment ça que bon, le nombre de classes en France, c'est 19,8. Depuis moi, ce qui dit 19,8, il y aura fait mon école. Ouais. On dit, mais si on a appliqué les ratios pour l'éducation nationale, on a appliqué pour tout le butin. La France, c'est 5% de chômage. Mais il dit qu'on s'est arrivé vers le plein emploi. Ouais. Pourquoi ça n'est pas applicable pour nous? Mais il y a des mesures que nous pouvons faire. Si nous voulons arriver à 5% de chômage en Guadeloupe, c'est possible. Hein? Il faut mettre des moyens massifs dans l'économie pour qu'on arrive à chiffrer ça. Et ça peut coûter tellement l'argent qu'il va comprendre. Après, ça peut coûter la France. Hein? Ça peut coûter certainement moins cher que tout là, il en Ukraine et tout ce côté à ça. Hein? Mais il n'y a pas de volonté de ce point de vue-là. D'accord? Parce que, bon, eh bien, certainement aussi, sont bien qui arrangent un certain nombre de monde. Donc, nous avons des mesures que nous avons fait au niveau à le conseil départemental. Le président Osbar prend une mesure très forte. C'est qu'il a décidé de mettre 10 millions supplémentaires dans l'accompagnement. La cohésion sociale. De la cohésion sociale. Son mesure, si vous voyez, est bien articulée, et ça, c'est important, il faut ça bien articuler, il faut ça bien organiser, mais son butin qui peut faire payer là, on l'a bien. Hein, notamment en production d'emplois. Et ça, il faut nous organiser ça avec les associations, puisque vous savez, les associations sont un vrai problème. Hein. Les associations, je n'ai pas ni moyen pour y fonctionner. Absolument. Sauf qu'à une certaine époque, les associations, c'était 25 000 emplois. Ouais. Là, c'est quoi? C'est peut-être 800, 900. Ouais, parce qu'on a de grandes difficultés. Ouais. Hein. Il y a un vrai problème de ce point de vue-là. Donc on avance, c'est vrai. On a diminué les chiffres, hein, puisqu'on
On a trouvé la situation, on était à 42 000 bénéficiaires du RSA, on a bien travaillé. Nous devons être environ à 39 000 à peu près là. Mais il faut nous aller bien plus loin que ça. C'est possible? Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Déjà avec des mesures financières engagées, comme celle que le président Osbar a prise là récemment. Il faut aller encore plus loin. Et puis surtout, une mutualisation des moyens. Il faut la région et le département avec des gourmets, ça n'est pas possible. Est-ce que ça arrive un jour que vous entendez que marcher ensemble? Ça va un accord de gouvernance, d'après moi. Oui, mais ça va fonctionner, à l'évidence. Bon, peut-être mal c'est Charles qui a bloqué ou c'est Osbar? Qui a bloqué, mais il n'y a pas de problème dans ça. Il n'y a pas de problème à l'évidence. Et qu'on radio mal placé, moi dit ça, mais c'est la vérité. Donc, il faut nous trouver une solution par rapport à ça. Et si nous ne sommes pas capables de trouver une solution, il faut nous imaginer d'autres systèmes. C'est même bien là. Ça crée d'autres questions. Mais bon, qu'elle nous passe le congrès des élus, c'est ces jours-là, ça? Bien sûr. Alors, est-ce qu'elles ont décidé de régler pour la Guadeloupe? C'est pourtant une solution, pas régler, c'est pourtant une solution pour la Guadeloupe. Mais c'est, voilà, nous, ça. En tout cas, au moins proposer des solutions pour la Guadeloupe. Ouais. Ok, puisque c'est indispensable que aujourd'hui que nous sortions dans cette situation-là, qui est un peu pas très claire là. Et puis, faut nous bien conscients que aujourd'hui, pays là, ça y est, l'eau, monde qui a souffert, même monde qui a travaillé. Quoi, imaginez, on avait le surcoût de la ville actuellement. Même un monde qui a tué 1200, 1400 euros au SMIC. Ça pratiquement invivable, hein. Ça pratiquement invivable. Là, on va faire qu'on soumette 3 commissions à don panier. Il y a jamais de 200 euros. Absolument. Donc, nous avons une situation de crise qu'il faut nous trouver. Il faut nous faire des propositions, on penser qu'au Congrès, chaque monde qui prend responsabilité, pour proposer un vrai schéma pour pays là ça. Et l'avenir aussi qui m'aide. Ben l'avenir c'est que nous évoluons dans le cadre de la gagnerie là. Nous ne pouvons pas continuer à travailler comme ça, c'est pas possible. Ok. Alors, commune a nous avons médias, commune a union médias, qui ça va fonctionner vos médias qu'on sous Faya. Bon, ils ont donc repris. Tout à fait, oui. Oui, la commune. J'y suis chargé de communication. Ah bon, c'est. Ah bon, pas personnel, on fait un métier pour la ville. Non, disons que Radio Sauvage, Radio était quand même fort à l'époque. C'était qui tenait un très bon taux d'écoute, etc. Ça tombait en l'eau, puisque pendant un moment. Radio la vient trouver petit en difficulté. Je là ça moi en proposé sans proposer en Gassami qui président ça, c'est de dire bon voilà, moi en pas qu'à faire inclusion en radio là. Ça veut dire qu'il n'y avait pas que la mairie vienne trouver un espèce de propriétaire indirect à radio là. C'est bail moyen pour retrouver un taux d'écoute et en programmation qui est intéressant. Et donc, pour ça, nous travaillons des moyens au niveau de la politique de la ville, nous travaillons des moyens au niveau de d'après ça a été dit, moi, son Gassami, il va former les gens, d'après moi. Oui, il va former les gens. C'est ça. Il y a des gens qui vont apprendre d'abord en stage, il y a des gens qui vont apprendre en adulte, il y a des gens qui vont apprendre en PEC. Donc, il y aura pas ton manœuvre. Il y aura pas ton manœuvre, il y a actif quand même. Et il y a servi aussi leur business. C'est-à-dire que souvent, une manifestation, on découvre, même si tout d'écoute, il n'y a pas contre incident, mais enfin, il y a eu des trois fidèles aussi quand même. Tout à fait. Trois petits fans qui ont fonctionné. Et l'idée, puisque depuis, Mitterrand a créé le principe de radio libre, c'était ça, c'est que force éviter à ça vivre. Et il faut y exister. Il faut nous toujours faire attention que nous ne pas tuer par les politiques publiques que nous ramenons. C'est ça. C'est très important parce que c'est comme ça qu'on peut véhiculer un certain nombre d'informations, des idées, et c'est comme ça aussi que nous avancer. Alors tout à l'heure, nous commençons avec Frédéric. Ou quoi, il y a Théo de Blues, non? On a ça. On va penser à qui, on va rester tout le week-end là, mais on va penser. Oui, aucune occasion voir Frédéric quand même. Ah ouais, mais Fredo, c'est beaucoup moins parce qu'en zone à Fredo, ils savent ça. D'accord. En somme, alors, Fredo, depuis l'Antetibouk, parce que M. de Gavin jouait souvent Foubap et KB, puisqu'à l'époque, nous avons des mois derniers, c'était Foubap et KB. Et c'était à l'époque, il y avait Mato, il y avait Joël Daudé, au bout, au Foubap. Et à l'époque, à Delvert, on connaît ça? C'était un bon show. Non, c'était mon côté, c'était la fumée. Surtout un habitant, ça leur répète ça dans le moment. Un dernier habitant radio. Alors, est-ce que réellement Sainte-Rose, Kevin ou bien c'est la capitale du Nord-Bastille? C'est-à-dire, au niveau, tout ça, il faut, c'est-à-dire, le monde, ça ne doit pas bien monter ça, parce qu'on n'est pas embouteillage qui peut jamais régler, le président de région a dit régler, mais ça peut. Oui, il a bâti la mairie, il a présenté projet un nouveau plan. Alors, moi, en plus ambitieux que ça pour Commune Sainte-Rose. Commune Sainte-Rose, c'est une des communes qui a plus gros potentiel à tous les niveaux en Guadeloupe. Y compris la biodiversité.
Bien sûr. Potentiel touristique, potentiel géographique, potentiel agricole. Maritime aussi. Maritime. Et voilà. Donc, nous n'avons pas la capacité d'être la capitale du Nord-Ouest. On a pensé que nous sommes la capitale du Nord-Ouest. Ah, d'accord. Ne serait-ce que institutionnellement, nos capitales à la Nord-Ouest, c'est la commune centre. C'est le premier côté, les colons du bac. Bien sûr. Et nous avons une vraie histoire de point de vue là, ça. Absolument. On sait que tout Ouest à Centre, c'est aussi amérindien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire une case d'assaut, pas fouiller pendant au moins 6 mois, etc. Donc il y a un vrai patrimoine sur ça et nous avons des atouts géographiques, historiques, culturels que nous pouvons mettre en place. Saint-Ouen, c'est aussi le berceau du Gros Cas. Bon, il y a plein de choses qu'on peut valoriser et nous avons l'ambition, effectivement, d'abord de remettre cette commune dans un état sain, ce qui est aujourd'hui le cas, me semble-t-il. J'attends que ça soit définitivement confirmé, mais enfin, je n'ai pas d'inquiétude sur ça. Et puis, se lancer réellement dans un vrai schéma d'aménagement. On est la commune qui a le plus de foncier disponible. Il ne faut pas le nier, c'est pas n'importe quoi. On est une façade maritime qui est ouverte sur l'ensemble du territoire, sur toutes les îles de la Caraïbe. Montserrat, tout près de nous, Antilles, tout près de nous. Bref, nous, c'est commune qui est en Guadeloupe, qui est plus près à le continent américain, à vol d'oiseau. C'est la Guadeloupe, alors. Saint-Rose, c'est la Guadeloupe. Donc, nous avons un vrai projet, pour Saint-Rose, pour nous faire en sorte que le territoire-là, ça bouge. Et bien, par là, nous avons un projet d'aéroport aussi, d'aérodrome aussi, à Saint-Rose, qui a déjà déposé pour nous, pas pour des gros avions, mais nous avons ça. Nous avons un projet à Sofaya que nous voulons développer de manière très rapide, puisque nous avons enclenché ça vers la CNBT. Nous avons redynamisé, vous savez que Saint-Rose, c'est le dernier pôle de développement dans le schéma d'aménagement régional, dernier pôle d'équilibre. Donc ça veut dire que c'est celle côté là qu'on peut envisager un développement différent qui existait. Nous avons une réserve de 200 hectares à Olivier qui, là, poupée, créer du développement économique. Donc nous allons mettre tous ces leviers là en place. Deuxième point, on l'a fait effectivement, parce que ça vient en priorité actuellement. Donc avec tout ça, nous pouvons mettre Saint-Rose sur orbite. Dernier mot là, c'est juste un petit mot, donc ça veut dire qu'on est parti pour 3 mandats. En partie pour ça là. Oui. Et si on est d'accord, il y a un d'autres. Mais après, nous comprenons. En tout cas, on y travaille pour 3 mandats, oui. Merci Adrien Baron, merci Devignan. Frédéric, nous pouvons finir vers là. Nous pouvons faire deuxième partie là aussi. Et Adrien, ben, à notre soleil. À très bientôt. Et comme l'envie là, on peut parler des OVA, effectivement, on linge qui a représenté le drapeau calédonien, parce que c'est des hommes solides, c'est des boucs qui n'ont pas patriotes, ils n'ont pas contradictoire, ils n'ont pas dogmatique, mais ils patriote au sens même étymologique, ça veut dire l'attachement sentimental au territoire. Ça veut dire même mon feuille papier qui tombait là, il y a un gars ramassé avant qu'il salit. Donc, merci encore, Danick, et bon force. Attendez, on prend la première pause, il est 12h58, on retrouve tout à l'heure Frédéric Valérie ici qui a dit stop. Merci, M. Baron, et à bientôt. Nous ouvrons une perspective de changement, de révolution sociale. Avec tous ceux qui se battent dans le pays, nous sommes là, nous les accompagnons, nous soutenons leur lutte. Envie de profiter pleinement de vos vacances au pays? Alors venez participer à la première édition de Bonjour les îles de Guadeloupe, organisée par le CTIG à Destréland les 2, 3 et 4 mai. Rencontrez près de 50 exposants professionnels du tourisme et passez vos vacances ici et au meilleur prix. Plus d'infos sur bonjourlesilesdeguadeloupe.com, événement du comité du tourisme des îles de Guadeloupe en partenariat avec la région Guadeloupe.
Voilà, il est 13h04. Nos deux autres invités sont arrivés. Madame Valérie Arisic, bonjour. Elle est assistante sociale et conseillère technique. Elle est accompagnée de Gladys Top, chargée de mission sur le harcèlement. On va vous recevoir dans un instant. Frédéric Caracas est toujours avec nous. On va revenir un petit peu sur l'actualité. L'actualité, ben, tout le monde est content. Je ne sais pas pour combien de jours. Fin de la grève d'essence. Tout le monde tremblait. On pensait que le week-end allait être complètement à sec. Et hier, on a annoncé que les NAO vont reprendre. Les négociations vont commencer. Il est presque sûr que l'essence va encore augmenter. Je rappelle qu'en Guyane, l'essence est déjà à 2 €, 0,4. Et donc on est à 1,94, ça veut dire que l'habitat a monté, le monde peut même pas rouler encore. Au reportage, Michel Héraclide, on regarde. Monsieur le secrétaire général, suite à une réponse positive du préfet de région Guadeloupe concernant notre demande de revalorisation de marge, de détail, nous acceptons d'engager des NAO avec le STPPG et il conviendra d'élaborer ensemble un calendrier de réunion dans l'attente de votre réponse. Veuillez agréer, monsieur le secrétaire général. Mes salutations distinguées, signé président de GPSS, M. Patrick Collet. Donc ça veut dire qu'il ça veut dire qu'il y a un point sérieux, effectivement, mouvement là que nous menons là, puisque nous déjà prévu demain matin, demain à notre niveau. Et je là, ça a obligé nous d'arrêter le mouvement là, puisque bien nous c'était ça, d'être en réponse pour pouvoir ouvrir les négociations sérieusement et sans faillite. Donc, les stations sont ouvertes demain matin, tout le personnel qui a gagné poste-taillot, et nous sommes censés nous lundi matin, de manière à ce que nous élaborer calendrier pour effectivement commencer les discussions de négociation. Je pense que les démonstrations que nous présentons aujourd'hui là ne peut pas permettre nous de retourner encore dans telle situation que moi, en tant que représentant des salariés en secteur là, nous payons pour bien évidemment. Donc, être conscient que la situation là prend dimension. Le président du GPSS est conscient que la situation là prend dimension. Et il y a tous les moyens en journée là de réunir les conditions pour porter réponse par les gérants et que les gérants portent réponse pour nous. Donc, nous pouvons rentrer sérieusement dans une discussion de plateforme, de mise en place de calendrier, de manière à ce que nous ouvrons sérieusement les négociations. On ne peut pas penser à ni doute à ça, on ne peut pas penser qu'il y a fait nous faux bon. Et de toute façon, il y a responsable bien évidemment qui est occasionné si effectivement il n'y a pas respecté l'engagement. Donc ça veut dire que, point d'interrogation, est-ce que lundi ça qui abouti? Nous que savons ça. Un petit mot rapidement sur l'ouverture du festival de patrimoine et lumière à Bastère. C'est le premier festival bastérien. Et donc ça a ouvert ses portes hier soir et ça continuera jusqu'au 5 mai. Un petit focus là-dessus très rapidement avec Gérard Loiseau. Je salue l'équipe municipale de cette très belle initiative soutenue par la région, par le département, par l'État. Parce qu'aujourd'hui, nous allons mettre Bastère au centre de ce qu'elle doit être, c'est-à-dire le chef-lieu, mais pas que le chef-lieu administratif. Aujourd'hui, ce sera le chef-lieu culturel, le chef-lieu des énergies, finalement, qui vont allier la musique, la peinture, tous les arts et la culture. Et aujourd'hui, je suis fier de participer à ce beau lancement avec des personnes tout à fait agréables dans une ville qui mérite d'être en lumière et qui doit bénéficier de la continuité territoriale parce qu'on ne peut pas se priver des richesses de Bastère. Je suis très très heureux de constater que enfin Bastère, ville d'art et d'histoire, que Bastère est mis en avant justement sur ce que je pourrais appeler sur ses fondamentaux et puis ce qui fait de Bastère, ce qui est particulier à Bastère, sur la valeur ajoutée de Bastère. J'ai été sollicité par Stéphanie Mélian-Renel, qui est la curatrice. On a travaillé sur PLN, donc sur tout ce qui est volcan, et ayant vécu l'éruption 76 personnellement, ça a été quelque chose qui m'a touché profondément. Donc je me suis mis à travailler sur le thème et vous pouvez voir aujourd'hui ce que ça a donné, parce que je l'ai fait vraiment avec le cœur. Première édition, pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Et personne ne pourra ni en rougir, ni le renier. Magnifique parce que tous les ingrédients sont réunis. L'histoire, l'art vivant,
le côté volcanique aussi, qui en même temps est un côté de feu, de chaleur. Et puis, en ce mois mémoire, que Basse-Terre, la capitale, devienne cette capitale lumière, cette capitale phare, pour nous rappeler que le mois de mai est un mois inoubliable en Guadeloupe. Souffrance endurée, mais aussi joie. De revenir à la source, je me rends compte que on n'est pas mieux que chez soi, quoi. Vraiment. Enfin, je suis un Guadeloupéen, hein, mais là où j'ai tous mes souvenirs d'enfant, c'est vraiment extraordinaire. Voilà, d'un festival à l'autre, deux petits mots avant de quitter Frédéric Caracas, qui sera un théâtre de blues à partir de la semaine prochaine, l'autre semaine, pardon, d'ici la Pentecôte. Frédéric, juste une petite question, comment se porte le zouk? Le zouk se porte très très bien. Moi je vois que, comme la dernière fois que j'étais venu ici, je l'avais dit, hein, que ça évoluait, et je me rends compte bien qu'aujourd'hui, partout dans le monde, on joue du zouk. On l'appelle, c'est une autre connotation maintenant, c'est la pop musique, c'est la pop. Ouais. Mais ça se danse comme du zouk. Pour moi, c'est les enfants du zouk, quoi. Oui. Voilà. Mais au niveau étranger, effectivement, bon, on voit même par exemple Aya Nakamura fait du zouk quelque part. Hein, on écoute bien sa musique. Mais même Beyoncé. Oui, aussi. Voilà, il y a le rythme de zouk, j'en entends. Oui. Donc on ne peut pas le nier. Le zouk a une influence sur la créativité des autres aujourd'hui. Et donc je dirais que ça se porte bien. Oui. Voilà. Donc, ça fait son chemin. Et c'est pour ça donc Zouk All Star revient pour Terre de Blues. Je ne pense pas que ce soit pour ça, mais c'est parce que je pense que chaque année, Terre de Blues fait, pour moi, c'est comme si on rend hommage aux pionniers, parce qu'on n'est pas tout jeune, mais on est encore là. On fait le travail pour la musique, pour notre patrimoine, que le zouk, le gouka, tout ça. Donc on travaille pour. Mais ça ne veut pas dire qu'on a arrêté de créer, parce que moi, disons, c'est aujourd'hui qu'il y a un clip qui sort. Ah bon? Oui, aujourd'hui, un clip sort, il est déjà sorti, il est déjà sur les réseaux, de projets que j'ai avec la chanteuse Cristal. Et c'est purement du zouk, mais avec des sonorités différentes. Mais ça donc il y a une évolution quand même. Il y a une évolution. Oui. Le zouk évolue, et c'est pour ça que moi, de mes 60 ans, parce que ni des gens qui paient bailler l'âge à eux, même pas moi, il y a longtemps que j'ai dans le milieu, et je trouve que tant qu'on a la vie, il faut créer, il faut respecter ce qu'on a choisi comme métier. Et voilà quoi, donc je travaille pour toujours. Rendez-vous en Terre de Blues avec Zouk All Star pendant au moins 1 heure, c'est ça? On a 1 heure, c'est parce que ça reste un festival. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant, mais c'est. Comprends quand même. À comprendre. Et de 1 heure, c'est quand même. C'est beaucoup de musique quand même. On a le temps de s'éclater. Et ça reste un festival avant tout. C'est pas un concert, je veux dire, qui est dédié à nous spécialement. Mais le public sera ravi, comme moi je suis ravi de participer à ce festival-là. Je ne sais pas, Delver ne sera pas là, on ne sait pas encore. Ah, Delver sera là. Ah, il sera là? Ah, oui, Delver sera là. Oui. Et on va aussi jouer des titres de champagne, parce que c'était une combinaison. Hein. Oui, bien donc, sûr. on avait fait justement le Zouk All Star avant le Grand Méchant Zouk, qui est devenu. Oui, tout à fait. C'était une idée de justement. Alors, le Grand Méchant Zouk, ça a été créé par Jacob et Wayne Peter à l'époque, pour faire justement plusieurs stars être sur scène. Oui, tout à fait. Et moi, moi, j'ai pas pensé comme ça. J'ai pensé plusieurs stars de zouk participer à des albums de Zouk All Star. Oui. Ça veut dire qu'un jour, il y aura une dernière question, qu'il y aura un disque Zouk All Star sortira un jour encore. Ça peut arriver? Non, parce que oui, non, je sais pas de comment j'ai pas prévu ça. J'ai prévu d'évoluer encore dans d'autres sphères, mais toujours avec le zouk voilà, c'est la musique que j'aime et que je me bats pour la défendre, quoi. Donc voilà, c'est. Merci Frédéric, et, comme on dit Fredo, et puis rendez-vous donc à Terre de Blues. Je crois que c'est le lundi ou le dimanche? Le dimanche 19h. 19h. Bon, dépêchez les autres pratiquer, les autres, ils ont tout vu. Voilà, on va changer de sujet, on va parler de choses autres, parce que Mme Harissik, elle est conseillère technique assistante sociale, elle est accompagnée de Gladys Top. Toutes les deux, vous venez d'une manifestation, je crois, qu'il y avait ce matin.
sur le harcèlement. Dites-moi, Madame Aristide, c'est vraiment un problème aujourd'hui le harcèlement à l'école? Le harcèlement est un problème. C'est d'ailleurs une priorité de notre ministère. C'est une priorité de Madame la rectrice. Et nous mettons tout en œuvre pour limiter en tout cas les effets et limiter que ce phénomène ne prenne plus d'ampleur dans les écoles, les collèges, lycées, en fait dans tous les établissements scolaires et j'ai même envie de dire un petit peu dans le monde, dans la société, la société civile. Gladys Taupe, vous êtes chargée de mission du harcèlement. Quelle est votre mission précisément dans ce domaine? Je m'occupe de la prise en charge des saisines des parents qui arrivent au niveau du réseau académique. Oui. J'assure également des formations. Et j'assure également le déploiement du programme phare, programme de justement plan de prévention contre le harcèlement scolaire, donc au niveau académique. Oui. Mais quelle est la source du harcèlement scolaire? Parce que je ne sais pas, il y a quelques années on en parlait moins, ou ça existait, on n'en parlait pas, ou ça existait déjà comme c'est aujourd'hui? Alors, c'est un phénomène qui existait, mais on en parle de plus en plus. Oui. Et c'est vrai que même les médias aussi se sont emparés de ce sujet. Nous sommes là aujourd'hui, oui, justement, parce qu'effectivement, c'est un phénomène. Donc, ce sont des brimades, des faits de violence répétés à l'égard d'un élève et qui se sent de plus en plus affaibli, de plus en plus seul, et qui peut effectivement développer des problèmes de santé. Parce qu'il se sent très mal dans sa peau et ne se sent pas à l'aise dans son rapport aux autres. Alors, donc, quand un enfant est victime de harcèlement, comment entre guillemets, comment on traite le problème? C'est avec les parents, avec la classe, avec les professeurs? Comment ça se passe? Gladys Taupe qui peut répondre peut-être. En fait, le premier interlocuteur des parents, c'est de la famille, c'est l'établissement. Donc la première chose à faire, c'est informer l'établissement. Nous faisons en sorte qu'il existe au sein de chaque établissement des équipes ressources, d'accord, donc des personnes qui sont formées à la thématique du harcèlement pour prendre en charge au mieux les situations. Et donc, en fait, le réseau académique du rectorat intervient vraiment quand les situations sont très sensibles. Autrement, les situations sont gérées au sein même des établissements. Oui, parce qu'il y a des situations particulières quand même. Bon, je ne parle pas de la France, il y a même des enfants qui se sont suicidés, qui sont morts, c'est pas encore arrivé ici. Mais est-ce que, j'ai envie de dire, le niveau du harcèlement a augmenté avec l'arrivée du numérique, des portables, etc.? Effectivement, les outils numériques sont des nouveaux moyens de harcèlement et peut-être les plus difficiles aussi à identifier puisque les gamins ont des téléphones portables, sont inscrits sur des réseaux, ils entretiennent des échanges avec leurs camarades et les adultes n'ont pas forcément un droit de regard sur ces échanges et ça peut effectivement vite dévier sans que l'adulte ne se rende compte. Et l'enfant ne réalise pas forcément tout de suite qu'il s'agit d'une situation de harcèlement. L'enfant peut penser qu'il s'agit de moquerie, que ça fait partie un petit peu du jeu. Et puis jusqu'à un moment où ça devient intolérable et que là, il commence à réaliser qu'il est dans une situation difficile, qu'il faut qu'il en parle, ou pas, et que ce sont à ce moment-là les adultes qui se rendent compte que l'enfant change de comportement, a tendance à se renfermer, a tendance à éviter se renfermer, ne pas sortir, éviter d'aller à l'école, etc. Donc là, le parent se questionne et se rend compte qu'il y a un problème sous-jacent qu'il lui faut questionner, en fait. La semaine dernière, on a beaucoup parlé de l'interdiction des portables pour les enfants de moins de 12 ans. Est-ce que ça peut contribuer d'une certaine manière à faire baisser un petit peu le taux de harcèlement ou bien, parce que je pose la question de savoir, est-ce que réellement c'est le portable qui est l'instrument principal ou bien est-ce que le harcèlement, en dehors même du portable, de l'utilisation du portable, fonctionne? Non, ce n'est pas l'outil principal. Hein. C'est pas l'outil principal. Non. C'est vrai qu'avant, le harcèlement s'arrêtait aux portes de l'école. C'est vrai. Parce qu'il n'y avait pas les moyens de communication. Il est vrai que souvent, les enfants qui sont harcelés, malheureusement, ça se poursuit sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas systématique. Ce n'est pas quelque chose de systématique. J'ai envie de compléter, ce n'est pas le téléphone qui est le problème, c'est l'usage qu'on fait. L'usage, non, mais c'est l'usage, non, je parlais de l'usage. Voilà, c'est l'usage qu'on en fait. Et c'est vrai que même des adultes ne se rendent pas compte qu'ils participent parfois au harcèlement lorsqu'ils likent une image, une vidéo sur les réseaux sociaux, lorsqu'ils partagent. Donc ça aussi, ça participe à la diffusion des images, au nombre de vues, nombre de likes. Et parfois, les adultes aussi peuvent avoir des comportements déviants, des usages déviants en tout cas, des réseaux sociaux, du téléphone portable et des outils numériques de façon... Et comment modérer ça alors?
En fait, les jeunes n'ont pas conscience de ce qu'on appelle le droit à l'image, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la notion du fait de diffuser sans autorisation une photo ou une vidéo de quelqu'un, que c'est quelque part quelque chose de répréhensible. Ils n'ont vraiment pas cette conscience. Donc c'est mener des actions de sensibilisation au niveau des établissements, au niveau des parents, pour que cette information arrive aux oreilles des jeunes et qu'ils se rendent compte même que voilà, qu'il faut qu'ils fassent attention. C'est les parents la cible principale pour essayer de réduire ce harcèlement, mais ce sont les enseignants. Sur qui vous basez réellement? Alors nous nous basons sur l'ensemble de la communauté scolaire. Oui. Donc sont impliqués les élèves, les premiers acteurs, d'ailleurs comme l'a dit Madame Top tout à l'heure, il y a des élèves ambassadeurs dans les collèges, les lycées. Donc nous appuyons sur les élèves, nous appuyons sur les personnels, de façon générale, personnel d'établissement, plus particulièrement aussi sur les équipes ressources phares, donc des personnels formés. Et nous appuyons aussi sur les parents d'élèves. Donc certains établissements ont développé le concept de parents ambassadeurs. Et de façon plus générale aussi, avec nos partenaires institutionnels et associatifs qui participent tant à la prévention, donc aux actions de sensibilisation, aux actions de formation, mais aussi à la prise en charge des situations de harcèlement. Donc c'est vraiment un travail d'équipe au sein des communautés scolaires. Et ça va jusqu'à la judiciarisation, jusqu'à la répression? Tout à fait. D'ailleurs, nous avons signé, Madame la rectrice a signé un protocole de prévention et de traitement des faits de harcèlement avec les deux procureurs, donc tribunal de Basse-Terre, tribunal de Pointe-à-Pitre, ainsi qu'avec monsieur le procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre. Donc c'est aussi un travail de partenariat que nous menons effectivement aussi avec le volet judiciaire. Très honnêtement, vous sentez que ça diminue ou ça se stabilise ou ça augmente? Alors le nombre augmente en tout cas, le nombre de saisines augmente. Et c'est vrai que le signalement de saisine. De signalement de saisine, voilà. Signalement, saisine à notre niveau en tout cas. Puisque comme maintenant on sait mettre un mot sur ce phénomène, donc des gens se dévoilent, les situations se dévoilent. Donc c'est vrai que le nombre de saisines, de signalements augmente. Oui. Et il n'y a pas de remède? Bien... Malgré ce que vous dites, enfin, vous dites on essaie d'éduquer, enfin, d'expliquer, de prévenir, etc., mais ça ne fonctionne pas. Quelque part, ça fonctionne. C'est-à-dire que justement, le fait que les situations se signalent, cela signifie que maintenant, on en a conscience. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que il faut du temps, je pense d'année en année, les choses iront dans le positif. D'autant que notre ministère aussi s'appuie sur les compétences psychosociales, sur le travail sur l'empathie, etc. Donc dès la maternelle. Donc c'est vrai que dès la maternelle, on travaille sur l'empathie. Donc nos enfants grandiront avec d'autres considérations dans le rapport à l'autre. Donc nous pouvons espérer que les faits de harcèlement seront nettement vont diminuer. Bon, dans un futur lointain. Nous y croyons, nous y croyons. C'est vrai que le programme phare a été testé, avant d'être élargi à l'ensemble des territoires académiques, le programme phare avait été testé dans 6 académies et le nombre de situations avait nettement diminué. Alors, donc, une question tout à fait générale. Est-ce que les faits de harcèlement sont supérieurs dans le secondaire ou le primaire, dans les lycées ou dans les collèges? Comment ça se répartit? Majoritairement quand même niveau collège. La majorité des signalements qui nous sont remontés concernent le niveau collège. Mais Comment ça s'explique? Il n'y a pas d'explication pour l'instant. Aucun niveau n'est épargné. Il faut savoir que nous avons eu des signalements de l'école maternelle également. Même à l'école maternelle? Tout à fait. Donc aucun niveau n'est épargné. Voilà. Alors pour compléter le propos de Madame Top, c'est vrai qu'au collège, c'est une grosse population que nous avons. Bien sûr. Et ce sont des situations qui commencent en fait dès le premier degré. Voilà, et qui se révèlent en collège. Donc c'est vrai que nous avons plus de saisines en collège. Il y en a qui naissent au collège, mais il y en a aussi qui ont commencé dès le premier degré et qui se sont un petit peu renforcés. Voilà. Et puis comme au collège... il y a des changements dans le corps, dans la façon de se percevoir aussi. Donc les gamins ont peut-être aussi une certaine fragilité qui leur permet de se rendre compte que ce qu'ils vivent n'est pas normal. Donc, et d'en parler. Et les enseignants sont suffisamment formés pour pouvoir prévenir, je ne dis même pas guérir, ou prévenir? Alors là... Oui, nous sommes en train de former le personnel. L'objectif, c'est qu'à la fin de l'année 2026, tous les personnels de l'éducation nationale soient formés à la prise en charge. C'est formé de quoi? De stage? Comment ça se fait? Voilà.
Alors, il y a, le ministère a mis en place un magistère, donc c'est un module de formation en ligne, en auto-formation. Donc, tous les personnels sont invités à aller sur leur espace magistère pour suivre ce module de formation qui dure 3 heures, donc qui présente quelques généralités sur les définitions, les conséquences, les prises en charge. Et donc ça, c'est un niveau de formation pour l'ensemble des personnels, enseignants ou pas. Voilà. Et il y a un autre niveau de formation qui est plus dédié au personnel ressources harcèlement, donc ceux qui sont plus appelés à la prise en charge. Il nous reste à peu près 1 minute et demie, 2 minutes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux parents qui vous regardent en ce moment? Je ne dis même pas aux enfants, aux parents. Parce que les enfants ne regardent pas ce genre d'émission, ils ne vont pas regarder Canal 10 ou encore d'autres choses, mais les parents regardent. J'ai envie de dire que tout n'est pas harcèlement. Parce que c'est vrai que nous recevons beaucoup de signalements qui finalement, pour un enfant qui va se faire taquiner, pour qu'on puisse parler de harcèlement, il faut que ce soit une violence, mais qu'elle soit vraiment répétée et qu'il y ait une certaine durée dans le temps. Vous savez? Et puis, il y a des signalements aussi qu'on a reçus d'élèves de maternelle. Il faut laisser parfois la phase de socialisation se faire aussi. Donc, on ne peut pas parler forcément de harcèlement, puisque les enfants commencent à découvrir les uns les autres, à se familiariser. Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident pour les parents de se rendre compte qu'en fait... On ne peut pas vraiment parler parfois de situation de harcèlement. Voilà, c'est pas toujours... Il n'y a pas de signe particulier qui indique quand même... Alors, la notion de répétitivité est très importante. La notion de conséquences sur l'élève aussi cible, hein. Vraiment, quand on voit que l'enfant ne va pas bien, que ce soit au niveau physiologique ou psychologique, donc on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais la notion de répétitivité est importante. Et de violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique... voilà. Mais quand on arrive à la violence, c'est plus du harcèlement, là. Mais le harcèlement, c'est une violence. C'est une forme de violence. Je parle de la violence physique, parce que... oui. C'est-à-dire que les violences sont répétées, les violences physiques sont répétées. Voilà. Donc c'est vraiment du harcèlement. Ce n'est plus un acte de violence. Après, ce ne sont plus les mêmes prises en charge, ce ne sont plus les mêmes traitements, même au niveau judiciaire. Oui. Alors, je dirais juste avant de débuter, quand vous étiez ce matin à une manifestation, c'était quoi le prix du harcèlement? C'était la remise des prix du concours Agir contre le harcèlement. Voilà. Oui. Et comment ça se gère, ce genre de prix? Eh bien, c'est un appel à candidature qui est lancé auprès de l'ensemble des écoles, collèges et lycées, secteur privé, secteur public. C'est un concours national et chaque établissement participe, voilà, avec ses propres moyens, en produisant une affiche ou une vidéo. Il y a une sélection académique et ensuite les productions qui sont retenues à notre échelle sont adressées au niveau du ministère pour aussi des prix nationaux. Et c'est un concours qui est organisé avec le soutien de la MAE. D'accord. Mais écoutez, mesdames, on vous remercie d'être venues parler de ça. Un sujet très sensible, hein, finalement. Vous avez présenté ça comme il faut. Voilà, il est 13h27, c'est la deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec Manik Siaotiteka et Marilène Ferdi pour sa rubrique JCL, le journal du campus Luminas. À tout de suite. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci Frédéric. Et puis, bon retour à ces scènes-là. Pas de problème. Donc là pour nous voir ça. Merci pour cette fenêtre. Voilà, nous sommes revenus avec vous déjà 13h et plus d'un petit peu plus que de, je vous dirai l'heure exactement, il est déjà 13h37. Dans un instant, on va recevoir Manik Siaotiteka. Bonjour. Bonjour Danick, bonjour à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Ce sera la chronique du 3 mai, une voix, une histoire, une image. Des images, et c'est ta dernière chronique en live. C'est ma dernière chronique en live, puisqu'après on se revoit au mois de juin, mais vous aurez l'occasion de m'entendre. J'imagine que depuis la Côte d'Ivoire. Alors tu pars où? Je pars en Côte d'Ivoire et au Gabon. D'accord. Bon, ben on sera en contact avec toi en Côte d'Ivoire et au Gabon. Bon, pour l'instant, on revient rapidement à l'actualité, puisque je vous l'ai dit hier, c'est ouvert dans les galeries, dans les allées d'un grand supermarché tout près d'ici, une opération qui s'appelle Bonjour les îles de Guadeloupe, et c'est une opération lancée par le CTIG, c'est-à-dire c'est une opération qui permet à des opérateurs touristiques globalement de se mettre à l'aise, de se rencontrer des clients, et c'est ce qu'on appelle les vacances au pays, c'est-à-dire le tourisme guadeloupéen. Guadeloupéen prend l'habitude de visiter ce pays-là, puisque nous n'y avons bel pays, nous avons le site, on a le paysage, on a l'hôtel, tout ce qu'il faut, et donc depuis 2 jours, ça fonctionne assez bien. J'étais encore ce matin. On regarde le reportage de Maxime Morel qui s'est rendu sur place. Les Guadeloupéens, tout un chacun d'entre nous, nous sommes des touristes potentiels, des touristes locaux. Et si nous sommes capables
de recevoir les touristes internationaux, nationaux, qui viennent profiter des activités des îles de Guadeloupe. Pourquoi les Guadeloupéens et Guadeloupéennes ne devraient pas profiter aussi des plaisirs, des bons côtés de la Guadeloupe, des activités? Il s'agissait de faire profiter aux Guadeloupéens de tarifs attractifs, pas les mêmes tarifs que le touriste classique bénéficie. D'où ce projet Bonjour les îles de Guadeloupe, avec des offres exclusives, avec des remises pouvant aller jusqu'à 50%. Le tourisme local représente 400 000 personnes, donc c'est aussi un marché captif. Et je pense qu'il faut proposer des offres adaptées à cette clientèle. Le tourisme local est important parce qu'on est vraiment sur un projet qui est de valoriser le café cacao vanille, donc de valoriser le patrimoine de la Guadeloupe. Donc c'est vrai que si la population est derrière nous aussi pour valoriser ça, c'est quand même quelque chose qui est très important pour nous. Ouais. On se rend compte qu'on est là donc du coup à Destreland sur Bémao, il y a beaucoup de passages, il y a du monde, c'est agréable. Non, effectivement, on rencontre beaucoup de personnes d'un peu partout et donc ça nous met bien en valeur. Ouais. Il y a du monde, il y a de l'affluence, les gens semblent être contents, ils prennent des renseignements et tout ce que je souhaite, c'est que les ventes se fassent. Que les gens achètent, consomment dans leurs îles, qu'ils préparent la valise en juin-juillet et qu'ils partent au bout du monde, mais dans les îles de Guadeloupe, car le bonheur, c'est à moins d'une heure. Voilà, le voyage qui continue, puisque jusqu'à aujourd'hui, vous avez encore la possibilité de vous rendre sur place. On va revenir au focus du jour. C'est un événement assez douloureux pour les Kanaks. C'était il y a quelques années de ça, souvenez-vous. C'est au sujet du jour. Et effectivement, il y a eu une grosse... c'était une attaque, on va le dire, c'était le 22 avril 88. Un commando de militants kanak envahit et attaque la gendarmerie de Fayoue en Nouvéa. 4 gendarmes sont tués, 27 autres sont pris en otage dans une grotte. Ils resteront détenus pendant 12 jours. Le lieu de captivité est repéré le 27 avril par les forces de l'ordre. Le second tour des élections présidentielles françaises approche. Le 3 mai, François Mitterrand, socialiste, donne son accord pour l'assaut. Et le 5 mai, l'opération Victor est enclenchée. Le combat, c'est un véritable bain de sang. Dure une journée, les otages armés profitent de la confusion et s'enfuient. À 18h, les Kanaks se rendent. L'intervention aura fait 19 morts chez les Kanaks, dont Alfonso Dianou. L'année suivante, les accords de Matignon vont ramener la paix dans cette île. Vous savez qu'en ce moment, en Nouvelle-Calédonie, il y a un gros problème qui se pose, ce problème du dégel des élections, du corps électoral. Le FRNL-KS qui souhaite l'indépendance de ce pays n'est pas d'accord. La prise d'otage, il faut revenir dessus, sur l'île de la Nouvelle-Calédonie, s'est déroulée du 22 avril au 5 mai. Et le drame d'Ouvéa a entraîné des événements très, très, très violents et sanglants qui ont marqué durablement ce pays. L'élection régionale de 88 incitant à valider un nouveau statut pour l'île est l'élément déclencheur explosif de tous ces troubles. Les indépendantistes kanaks, le FLKS et socialistes rejettent la loi de Bernard Ponce, qui était à l'époque ministre des colonies. Ils annoncent qu'ils ne se présenteront pas au premier tour de l'élection du 22 avril. Le mot d'ordre à l'époque, c'était boycott. Il est largement suivi. 38 bureaux resteront fermés pendant cette élection. Et quelques images des militants kanaks qui se préparaient pour l'attaque, et puis après l'assaut militaire lancé par le GIGN et des soldats de l'armée française, et puis après le massacre dans la grotte d'Ouvéa. C'était, je vous l'ai dit, en avril 1988. On doit s'en souvenir, parce que nous on a bientôt notre mois de mai 67 qui a été plus douloureux. Voilà, c'était pour cette petite page d'histoire. On revient à des choses beaucoup plus apaisées. Chronique du 3 mai 2024, une voix, une histoire, des images génériques. C'est parti. Maman cherche le secret. Les bœufs tranquilles hochent la tête en souriant. Ils ne connaissent pas le secret. Les mangues pèsent lourd aux branches feuillues des manguiers. Leurs joues rougissent. Elles ne connaissent pas le secret. De qui allons-nous parler aujourd'hui? Bonjour Manik. Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler de Jocelyn Christopher. Alors, je ne sais pas si tu connais. Enfin, non, je ne connais pas. J'avoue que je ne connais pas, mais je vais apprendre. D'accord. Donc, Jocelyn Christopher, c'est un polyvalent culturel, hein, puisque tout au long de sa carrière et de son parcours, il a endossé plusieurs casquettes. Auteur, compositeur, producteur, organisateur de spectacles, ingénieur son...
scénariste, formateur, et aujourd'hui il occupe un poste de responsabilité en tant que dans la formation. Et c'est vrai que Jocelyn Christopher, en tout cas dans le paysage du zouk, a été quand même un élément assez important sur la France hexagonale. Et c'est en 91 qu'il revient en Guadeloupe et il poursuit donc son cheminement et à travers le livre, mais également à travers le cinéma, puisqu'il a sorti un court-métrage qui a été récompensé. Et c'est vrai, un court-métrage d'animation. Et c'est vrai que, en tout cas, il a à cœur, dans ce qu'il propose, de faire rayonner la Guadeloupe. Alors, il a un seul ouvrage, il a un ouvrage sur la plateforme? Alors, sur la plateforme, il en a 3. Donc, il a un ouvrage qu'on appelle La face cachée du zouk, où il revient justement sur les débuts du zouk en France hexagonale et comment, par faute d'informations, certains ont pu se faire avoir, alors que, voilà, il y aurait pu avoir... les choses auraient pu être autrement, en tout cas. Il a également un ouvrage, et tu parlais du mois de mai, mois des mémoires, il a un ouvrage qui s'appelle Lady January, donc c'est l'histoire de sa grand-mère qui quitte Saint-Martin pour l'Afrique et qui revient ensuite en Guadeloupe, et il nous raconte ça. Donc sa grand-mère est assise sur sa berceuse et elle revient sur cette histoire-là, et l'ouvrage dont on va parler, comment s'appelle, c'est L'occasion qui fait le larron, qui a un genre littéraire assez particulier, puisque c'est du théâtre. Et c'est une pièce de théâtre où les personnalités se croisent, se décroisent. Et je crois que l'audio, en tout cas qu'on va écouter, va être suffisamment parlant pour interpeller. Et encore une fois, on verra s'il s'agit de fiction, puisque ça parle de famille antillaise. On verra s'il s'agit de fiction ou de réalité sur nos territoires. On va écouter? Oui. La mère, Lise, est une très belle femme. Elle a des traits réguliers et fins. Sa peau marron clair tire sur l'or. Des yeux coquins et une bouche humide, des cheveux longs, des seins généreux, le corps gracieux avec une cambrure assez prononcée au bas de rein, des hanches en forme de mandoline invitant à l'amour. Lise possède une garde-robe de princesse. Ses tenues sont toujours assorties aux chaussures ainsi qu'aux bijoux. Lise conduit un SUV BMW, mais elle préfère le véhicule de son mari. Lise est douce et aimante, comme aime le penser son mari. Lise a pas mal de temps libre dû aux 35 heures et au fameux RTT. Elle ne travaille que 3 jours par semaine. Elle doit occuper ce temps libre. Elle confie à ses amis qu'elle prend son pied, mais sans préciser de quelle sorte de pied dont il s'agit. Lise est une libertine. Elle aime les jeunes hommes riches, de préférence. Le père, Jean-Marc, est un acharné du travail, toujours en réunion. Il rentre tard le soir, il est toujours fatigué quand il rentre à la maison. Jean-Marc a une maîtresse depuis 18 ans, dont il a 2 enfants. Il existe un cloisonnement assez étanche pour l'une des 2 familles. Le premier ménage, femme et enfants, ne soupçonne pas la double vie de Jean-Marc. Sa maîtresse est l'amie, la confidente. Elle connaît les détails les plus intimes de la vie de Jean-Marc. Il est l'archétype du macho. Il estime avoir installé son épouse dans un confort matériel, lui avoir donné de beaux enfants, une belle maison, donc elle n'a plus de besoin. Ceci est la vision du bonheur de Jean-Marc. Je paye, donc je suis le boss. Ma femme, ma maîtresse, je suis heureux, ainsi va la vie. Ceci serait merveilleux dans un autre monde, mais il y a toujours un grain de sable qui renvoie à une autre réalité que sont la vanité, la jalousie et l'envie. La maîtresse, elle se prénomme... De la fiction, hein. Ça ressemble plus à la réalité qu'à la fiction. Ben voilà, c'est ça en fait. Et c'est de voir comment ces 2 familles, justement, par rapport à ce grain de sable, vont finir par se croiser. Et j'invite donc tout un chacun qui veut savoir la suite à aller sur la plateforme pour découvrir. C'est L'occasion qui fait le larron de Jocelyn Christopher et qui prête à sourire, parfois sourire jeune, hein, pour celles qui sont dans la situation. Mais voilà, fiction ou pas, donc tu l'as dit, hein, c'est pas de la fiction. Bon, c'est toi qui l'as dit. Quelles sont les sorties de la semaine? Non, c'est pas de la fiction, je confirme. D'accord. Alors les sorties de la semaine, donc la librairie Point Lire organise plusieurs dédicaces
ce samedi donc au Moule, la librairie Point Lire. Pour ceux qui nous regardent depuis la France hexagonale, allez à la Foire de Paris. À la Foire de Paris, il y a de nombreux auteurs et éditeurs sur place, notamment les éditions d'Aigmaron avec Didier Manette, et il est parti avec beaucoup d'auteurs tels que Raymond Thorin, Cynthia Gokoul. Voilà, il faut vraiment y aller. Ils sont tous sur place. On a également les éditions Pichine avec Marie Louison qui présente ses différents ouvrages. On a également Benzo qui sera là pour prodiguer des cours de créole. Claude Danican ne va pas tarder à partir non plus. Normalement, il est déjà parti. On a également la maison d'édition Tirakoun avec ses albums de littérature de jeunesse. Donc, pour ceux qui sont sur Paris, n'hésitez pas à y aller. Et toi-même, tu vas partir? Et moi, je vais partir, mais pas pour Paris. Moi, je vais partir pour la Côte d'Ivoire et le Gabon. Et je tiens aussi à dire, à souligner, donc tu parlais du mois de mai, mois des mémoires. Je tiens à remercier le lycée de Sainte-Anne Yves-le-Borgne et le collège Eugène Issap de Sainte-Anne qui a travaillé sur un projet justement de mettre en lumière les personnes qui ont fait l'histoire, pas sous forme de souffrance, ceux qui sont tombés au sol, mais ceux qui sont battus. Donc il y aura une exposition à Sainte-Anne à la fin du mois de mai, justement dans le cadre du mois de mai, mois des mémoires. Et on a également, j'ai participé également à la préparation des élèves du collège Maurice Satineau pour une pièce de théâtre, et je remercie Madame Legros vraiment pour cette confiance, où les élèves vont présenter une pièce de théâtre sur la dissidence. Ben, on te remercie et puis à très bientôt. À bientôt. En direct du Gabon. En direct de Côte d'Ivoire et du Gabon. Du Gabon. On va faire les deux. On en parlera. Ben, on revient, on va terminer avec le JCL, c'est l'heure du JCL. Et on va retrouver Marilène Ferdi. C'est parti. Ben, Marilène, bonjour. Mais alors, aujourd'hui, c'est la rubrique Zoom. Sur quoi on va zoomer aujourd'hui? Bonjour Danick. Alors aujourd'hui, on va zoomer sur un métier qui est important. C'est le métier producteur, audiovisuel et cinéma. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce métier? Alors, j'ai choisi ce métier. Pourquoi? Parce que dans la représentation, aussi bien des étudiants, mais de tous ceux qui ne sont pas immergés dans cette filière, le métier, pour eux, le patron, c'est le réalisateur. Alors que sans producteur, il n'y a pas de projet. Le producteur, qui est-il? C'est celui qui va acheter le projet, acheter un scénario à un auteur. Et ensuite, quel est son rôle? Il va aller chercher des financements. Et une fois qu'il a les financements, il devra recruter une équipe. Notamment, il y a un poste qui est important, c'est le directeur de production. Oui. Et donc, l'équipe de tournage est allée sur un reportage? Alors, oui, bien sûr, notre équipe de tournage, donc je tiens à rappeler, donc c'est un reportage qui est réalisé par Satyam Sinan et Stéphane André, donc, qui ont été à la rencontre de producteurs très connus sur la place, Badi de Ganyama, qui les a accueillis dans ses locaux de Skyprod Production. D'accord. Vidéo. Le producteur a cette mission, selon moi, d'identifier l'œuvre sur laquelle il va travailler, que ça puisse s'inscrire dans sa ligne éditoriale. Une fois qu'il tient son sujet, il va à la recherche de financement. Il constitue une équipe technique et artistique en collaboration avec ses techniciens, notamment le réalisateur, et ensuite il met en place, il organise, il planifie. Il y a un suivi après la création de ce film, enfin le tournage, la post-production et après la distribution, etc. Donc il est vraiment là du début à la fin dans le projet, la genèse. Enfin, selon moi, le producteur doit être là du début à la fin. Je suis en train de danser, je dansais sous la musique du générique. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que le producteur, il est là du début à la fin. Alors, il y a une chose importante, donc je tiens à revenir sur le métier de producteur. On a plusieurs profils de producteurs.
Alors, je vais donner des exemples, notamment de producteurs que nous avons reçus dans la précédente chronique, la chronique ICC News. Alors, on a un profil classique qu'on retrouve beaucoup en Guadeloupe. Ce sont des réalisateurs qui s'autoproduisent. Donc, ils ont leur film qu'ils réalisent et ils iront eux-mêmes chercher les financements, recruter pour pouvoir réaliser leur film. Après, ce qu'on a aussi, on a des profils un peu comme ceux de Badi. Ce sont des gens qui ne sont pas forcément du milieu du cinéma, mais qui ont une grosse expérience dans la gestion de projet et la montage de dossiers de financement. On a aussi Christine Vial-Collet qui a aussi ce profil. Et ensuite, on a un profil plutôt atypique. Ce sont de plus en plus, ce sont des scénaristes, un peu comme Gabi Lingimbé, donc de la Guyane, qui est une scénariste qui a aussi la casquette de productrice pour pouvoir garder le contrôle de son film. Alors, une dernière information. Alors, je tiens à rappeler qu'on a un métier en tension en ce moment. C'est le métier de directeur de production. Et je propose qu'on reviendra plus longuement dans notre prochain Zoom. Alors, quand même, il nous reste un petit moment, il nous reste à peu près une minute et demie. Est-ce qu'on peut parler deux petits mots sur les compétences du métier de producteur? Alors, les compétences du métier de producteur, comme nous l'a expliqué Badi, alors ce sont des personnes qui, déjà, il faut avoir un profil administratif important, être capable de gérer des projets, aller chercher des financements, parce qu'il faut aller chercher des financements. Il faut aussi avoir ce profil de manager, parce qu'on est amené à animer, à gérer des équipes. Et puis, il faut aussi être quelqu'un de posé, avoir gardé son sang-froid, parce qu'un tournage, ça génère beaucoup de stress. Bien, on a bien compris ce que c'est que le producteur. Merci Marilène. Merci à vous, Danick. À très bientôt. Merci. Bye. Voilà, eh bien, on va se retrouver lundi, puisque nous sommes déjà vendredi, c'est le week-end. Un dernier mot, peut-être, Manick? Un dernier mot lire. Lire. Lire et écouter. Lire et écouter, voilà. Faites-vous plaisir. Alors, je rappelle que depuis le début du ZCL, on a reçu Adrien Baron, le vice-président du conseil départemental de la Guadeloupe, et aussi responsable de l'insertion, avec lui on a fait un petit peu le point sur sa commune, mais aussi sur les problèmes d'insertion. Wilfried Caracas qui sera à Terre de Blues, que Manick va rater. Oui, chaque année, je rate. Tu rates chaque année. Ouais, chaque année. Wilfried Caracas était avec nous. On a reçu aussi Valérie Arisic, assistante sociale et conseillère technique, ainsi que Gladys Top avec elle. On a parlé de mission de harcèlement. Ils sont chargés de mission de harcèlement. Sur le harcèlement, l'on dit augmente dans les établissements scolaires. Et ensuite, on a fait le point avec Manick pour la dernière fois en live, sera au Gabon la semaine prochaine et en Côte d'Ivoire et au Gabon. Puis on a terminé avec Marilène Ferdi. Sinon, l'actualité, c'est la fin de la grève d'essence depuis hier. Ouf, disons, on dira. L'ouverture du Festival du patrimoine à Basse-Terre, c'était hier soir. Et l'opération Bonjour, les îles de Guadeloupe qui se termine aujourd'hui et qui a commencé déjà depuis 2 jours. Voilà, on a tout fait, on vous a tout dit. La réalisation a été assurée par Yann et nous, on se retrouve lundi pour une nouvelle série de ZCL. Bon week-end à tous, sous les routes, attention azote et pas fait. Bon accident, parce que j'en ai tout le monde diamo en voiture. Allez, ciao, bye bye. Salut Manick. Merci beaucoup. À bientôt au Gabon et en Côte d'Ivoire.